Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui, on parle de la protection des lanceurs d'alerte à travers une loi, celle de 2022. Muriel Pariente vous explique tout. Elle est avocate en droit social, elle est notre invitée. Le cercle RH, on parle évidemment sur Smart Job et sur Bismart des entrepreneurs. Accompagner l'entrepreneuriat à travers le réseau Entreprendre. On vous explique tout avec Olivier Lamarque, il est le directeur général justement de Réseau Entreprendre, et puis Charles-Édouard Girard, il est le cofondateur d'une marque que vous connaissez bien, Home Exchange. Et bien justement, il a été accompagné par le Réseau Entreprendre. On partagera justement l'évolution et l'accompagnement de ces PME qui deviennent des pépites. Et puis fenêtre sur l'emploi, manager la promotion de la peur. Inquiétant. Julien Breuil nous expliquera tout, il est le directeur des relations entreprise EDC Business School. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler des lanceurs d'alerte. Alors tout ça avait démarré dans la loi Sapin 1, Sapin 2, tout ça remonte loin. Une loi récente, celle de 2022, a recadré, redonné un cadre. On en parle avec vous, Muriel Pariente. Vous êtes avocate en droit social, oui, et vous avez voulu nous parler de ces lanceurs d'alerte. D'abord, le cadre juridique qui a été créé par cette loi de 2022, ça protège un peu plus le lanceur d'alerte. Alors, comme vous l'avez dit, ça date quand même de 2016. Donc, tout le travail du lanceur d'alerte, ça date depuis un certain temps. C'est vrai qu'avec cette loi, on a renforcé le lanceur d'alerte, mais pas que le lanceur d'alerte. Donc, peut-être déjà deux petits mots sur qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte. Oui. On a toujours l'impression qu'un lanceur d'alerte, c'est un salarié qui a des informations. Non, c'est beaucoup plus large que ça, le lanceur d'alerte. C'est évidemment un salarié, mais ça peut être quelqu'un qui est dans une association, un fonctionnaire, du bénévolat, donc c'est très large. Et il va donc avoir connaissance de faits et révéler des faits, pas simplement en avoir connaissance, de révéler des faits qui sont évidemment illégaux, illicites, qui sont contraires à des comportements d'intérêt généraux, comme la fraude, la corruption, le harcèlement dans les entreprises. On va jusque-là, il faut le préciser. On va jusque-là, et beaucoup de harcèlement dans les entreprises, et donc il va avoir connaissance de ces faits dans le cadre de son activité professionnelle. Un mot quand même sur la manière dont il va divulguer l'information, parce qu'il y a trois canaux. Oui. Alors, le plus connu pour nous, grand public, oui, c'est évidemment quelqu'un qui va venir devant une caméra ou sur un plateau, et qui va le dire. Mais il y a d'autres étapes avant, et c'est le dernier. C'est la dernière étape. La première étape, c'est vous allez au niveau de quand vous êtes salarié, ou même quand vous êtes dans fonctionnaire, vous avez au niveau de votre entreprise ou votre association des personnes qui sont responsables, des référents, que vous pouvez contacter en cas quand vous souhaitez lancer une alerte. Donc ça peut se faire par un numéro, ça peut se faire par un mail. Il y a parfois des personnes qui sont mises en place pour ça. Parfois, anonymisé, excusez-moi. On anonymise ? Bien sûr. Ok, non mais c'est important. C'est très important. Sinon on ne parle pas. Très important, sinon on ne parle pas. Parfois il n'y a rien dans les entreprises. Là vous allez voir simplement votre supérieur hiérarchique pour le tenir informé. Qu'est-ce qui se passe ? Ils font rien, ce qui est aussi possible. La deuxième possibilité, vous allez voir la justice avant la presse. Donc vous allez voir le défenseur de droit, vous allez voir le procureur, vous saisissez la justice. Et c'est vraiment en dernière possibilité. Ouais. J'entends ce que vous dites. Voilà, qu'on va ne vous trompez pas. Non, voilà, qu'on va aller tout dévoiler devant la presse. Avant, on essaye quand même ces deux canaux internes et externes qui sont extrêmement importants. Il est protégé donc de représailles, c'est important. Soutien juridique financier, il faut le préciser, et responsabilité éliminée. Et on l'évoquait, la confidentialité. Je m'adresse à l'avocate. On est lanceur d'alerte et on risque le licenciement parce que le chef d'entreprise ou le dirigeant considère que la personne a commis une faute. Est-ce que c'est un cas qui existe ? Ou est-ce qu'inversement, on peut être licencié et devenir lanceur d'alerte ? Les deux. Les deux, Arnaud. En fait, alors, la loi, c'est toujours très intéressant, c'est très théorique. Et après, il y a la pratique. Comment ça se passe ? Les faits. Les faits. Donc, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité que vous pouvez avoir, que moi j'ai eue quand j'ai accompagné des entreprises dans le cadre de lanceurs d'alerte, c'est un salarié qui fait l'objet d'une procédure de licenciement. Donc, la procédure a débuté. Là, il envoie un courrier. Alors là, il n'est pas anonyme. Qu'on soit bien clair. Et là, il lance une alerte. Il lance une alerte en disant... Visage découvert. J'ai appris que, je sais que, il y a du harcèlement. J'en lance une alerte. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il est, comme vous l'avez dit, comme on l'a rappelé, à partir du moment où il lance une alerte, il est protégé. Les représailles, c'est quoi ? C'est toutes les sanctions, évidemment le licenciement. Donc là, on est dans une situation très compliquée. Vous êtes en train de me dire que si je me positionne comme un lanceur d'alerte, je deviens comme un syndicaliste ou un élu protégé du licenciement. Donc on peut avoir une utilisation abusive du statut. Et il y en a. Et il y en a. Évidemment.
C'est toujours le problème de la protection. Jusqu'où elle va, quelle est la frontière? C'est la protection, comme vous l'avez dit, les élus, les syndicalistes, voilà, ils sont protégés. On ne peut pas les licencier sans autorisation. Ben là, il n'y a pas d'autorisation, mais vous ne pouvez pas les licencier parce qu'ils ont déclenché une alerte. Alors, juste un détail, vous êtes avocate, Oui. soit vous défendez l'employeur qui se retrouve confronté à un faux lanceur d'alerte, il va falloir que l'entreprise prouve que la personne a lancé une fausse alerte. Oui, très On est d'accord? Oui. Alors, dans ce genre de dossier, il y a deux choses l'une. Soit vous estimez que l'alerte qu'il lance, on sait qu'elle n'est pas fondée, parce qu'on voit que les faits, voilà. Donc vous faites une enquête très rapide, parce qu'il faut agir rapidement. Vous faites quand même l'enquête. On démontre que c'est faux? Oui, parce que si vous ne le faites pas, vous prenez vraiment des gros risques. Donc faites une enquête rapide, vous constatez qu'il n'y a rien, vous continuez votre procédure de licenciement. Soit vous considérez qu'il y a vraiment des faits, vous faites une vraie enquête interne qui peut durer des mois, enfin ça peut être long. Donc le salarié pendant ce temps reste en poste? Reste en poste, il est protégé. Et la difficulté que vous avez après, c'est que qu'est-ce que vous en faites? Imaginons que ça dure 2-3 mois, il y a quand même des délais de prescription en matière de licenciement, notamment des licenciements pour sanctions, c'est 2 mois. Qu'est-ce que vous faites avec votre salarié quand vous avez fini l'enquête? Est-ce que vous le licenciez? Est-ce que vous le gardez? C'est très compliqué. Très compliqué, avec la difficulté pour une entreprise de découvrir que ce qu'a indiqué le salarié dans sa position de lanceur d'alerte était vrai. C'est-à-dire qu'elle doit ensuite rectifier le problème. Oui, mais ça n'empêche qu'elle l'avait quand même convoqué pour un licenciement qui n'était absolument pas fondé dans ce cas-là sur l'alerte. Et au moment où il est convoqué, il n'est pas dans le statut de lanceur d'alerte. Il n'est pas dans le statut de lanceur d'alerte. C'est là où il y a une difficulté. Donc ça veut dire que le licenciement devient normal, traditionnel, classique. Oui, mais lui, il va essayer de le rattacher si vous le licenciez en disant mais non, mais c'est parce que j'ai fait une alerte, même si elle est postérieure, il n'était pas encore licencié. Donc pour vous, avocate, avant de nous quitter, le nombre de cas grandit, de ce type de cas de lanceur d'alerte, vous le constatez, vous? Oui, beaucoup, énormément. Depuis 3-4 ans, on a énormément de procédures de lanceur d'alerte dans l'entreprise. Liées à cette loi Wasserman de 2022. Et même les lois antérieures. Mais là, les protections sont plus fortes. Et les sanctions, si vous loupez, et que vous licenciez, que les juges considèrent que c'est lié au lanceur d'alerte. Parce que là, ça coûte cher. Là, c'est un licenciement nul. Et ça peut coûter très cher à l'entreprise. Évidemment, évidemment. Sujet passionnant et j'ai envie de vous dire un vrai casse-tête pour les avocats, qu'ils soient d'ailleurs défenseurs du lanceur d'alerte ou défenseurs des entreprises, parce que dans les deux cas, c'est compliqué. Plus compliqué quand vous défendez l'entreprise. Il faut faire un choix. Il m'a semblé. Il ne faut pas faire les deux de toute façon. Merci Muriel Pariente, avocate en droit social. Quel cabinet? On ne l'a pas précisé. Ashurst. Merci d'être venu nous rendre Avec visite. plaisir. C'est un sujet passionnant. On tourne une page. Le cercle RH, Bismart, Smart Job en particulier, valorise, parle des entrepreneurs, de ces pépites, de ces petites entreprises qui deviennent de grandes entreprises. Et parfois, il y a des associations, des réseaux. On parle aujourd'hui du réseau Entreprendre qui accompagne justement ces PME, ces petites entreprises qui parfois deviennent d'énormes entreprises. On en parle, c'est le sujet du jour et c'est le cercle RH. Le cercle RH pour parler des entrepreneurs, des femmes, des hommes qui créent leur entreprise. Ils ont parfois besoin d'être accompagnés et ils poussent la porte d'un réseau que vous connaissez peut-être. En tout cas, vous allez le découvrir, le réseau Entreprendre. Un réseau national, maillé sur tout le territoire, pour accompagner gratuitement des entrepreneurs, des PME, pour devenir, pour certaines d'entre elles, on va le découvrir, des pépites et des réussites entrepreneuriales. Avec moi, 2 invités. D'abord, Charles-Édouard Girard, vous êtes cofondateur de Home Exchange, qui est une success story. Puisque vous avez grandi, à partir de 2017, vous avez racheté une entreprise aux États-Unis, vous avez grossi, 160 collaborateurs et vous avez été accompagné par le réseau Entreprendre et on va vous entendre dans quelques instants. Merci d'avoir fait un détour par les studios de Smart Job. Olivier Lamarque, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes le directeur général de réseau Entreprendre. Je commence par vous, c'est combien d'entreprises aujourd'hui, au moment où on se parle, accompagnées dans ce réseau? Aujourd'hui, on accompagne en permanence 5000 entrepreneurs nouveaux, créateurs, repreneurs ou en croissance, qui ont décidé de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Alors, je voudrais qu'on précise quand même, c'est une structure associative qui porte, c'est très intéressant, on l'écoutera peut-être à travers Charles-Édouard, mais qui porte des valeurs, qui a des piliers. Oui. Alors nous, on veut promouvoir un entrepreneuriat effectivement engagé, responsable, qui ose prendre des risques et qui est audacieux. Et notre critère, c'est l'emploi. Et on veut développer l'emploi sur les territoires, effectivement avec des valeurs. C'est-à-dire qu'on s'occupe avant tout de l'entrepreneur. On dit l'important, c'est la personne. On est là pour te faire grandir à toi dans ta posture d'entrepreneur. Puis on fait ça avec des valeurs, c'est-à-dire la réciprocité. C'est-à-dire je te fais grandir, mais demain, comme il l'a fait,
tu aideras à nouveau des entrepreneurs qui se lancent à grandir et à réussir leurs projets. Je vous ai vu acquiescer, Charles-Édouard, parce que avant que vous deveniez ce dirigeant d'une success story Home Exchange, vous étiez un jeune entrepreneur. En allant pousser la porte et en découvrant Réseau Entreprendre, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Alors, jeune, j'étais déjà pas très jeune, mais comme vous faites très jeune, Charles-Édouard. C'est gentil, mais et d'ailleurs, c'est une des raisons, c'est que j'avais quand même entrepris avant, mais c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'on a déjà entrepris qu'on n'a pas besoin d'accompagnement. Et ce qu'on venait chercher, c'est pas de l'argent, parce que le Réseau Entreprendre fait un prêt sur l'honneur, donc on est toujours content d'avoir cet argent, mais il faut le rembourser. C'était pas l'argent, c'était vraiment l'accompagnement qui est très différent des autres types d'accompagnement. Et globalement, elle se base sur, j'ai l'impression, tu me dis si je dis des bêtises, mais 3 piliers, qui est d'avoir un accompagnateur, quelqu'un qui est votre mentor, votre référent, qui, moi, est une personne formidable qui s'appelle Benoît Tesson. Vous avez toujours relation avec lui ? On est toujours, c'est devenu même un ami, c'est devenu quelqu'un de très important qui nous a permis de résoudre plein de moments pendant l'aventure. La deuxième partie, c'est lié à un club, c'est-à-dire qu'on fait partie, et là on parle à ses pairs, donc on parlait l'autre fois de Mano Mano. Moi, dans le club, on était avec Mano Mano, on était avec la Fabrique Cookie, on était avec Bonne Gueule, on était avec d'autres types d'entrepreneurs, qui fait que quand vous partagez avec des gens, vous avez les mêmes problèmes, les mêmes questions, les mêmes objectifs, et ça vous fait grandir. Voilà. Et la troisième partie, c'est un peu ce que cherche tout entrepreneur, c'est à trouver des contacts, du réseau pour mieux rencontrer son marché, etc. Et là, on contacte le Réseau Entreprendre qui vous met en contact avec un expert comptable, avec un banquier, pour trouver un soutien, et c'est ce soutien-là dont on a besoin au cours de l'aventure. L'écosystème qui permet d'avoir tous les conseils utiles, nécessaires quand on développe son entreprise. Là, aujourd'hui, vous continuez, je donne la parole au directeur général, parce que c'est tout un réseau, et on va revenir sur le maillage, mais vous continuez à avoir besoin de cet échange. Au niveau où vous êtes arrivé, on a encore toujours besoin d'échanger, de reparler avec son mentor. Alors oui, on continue à échanger. Je dirais, tu l'as très bien dit, Olivier, c'est la réciprocité aussi. C'est-à-dire que même aujourd'hui, où c'est plutôt moi qui accompagne aujourd'hui que d'être accompagné, en fait, rien que le fait d'être en phase, là, aujourd'hui j'accompagne une jeune femme qui s'appelle Eugénie, qui a une entreprise qui s'appelle Abondance. Et le partage qu'on a tous les deux me fait énormément grandir, parce qu'elle a à nouveau des sujets que même moi j'ai au quotidien, et ça fait grandir même aujourd'hui. Je vois très fier là, le directeur général de Réseau Entreprendre, parce que Olivier, il y a quand même l'idée qu'on rend ce qu'on a reçu. Je trouve que c'est une valeur très forte, ça, de ce qu'on entend d'ailleurs chez Charles-Édouard. C'est ça, et moi j'ai envie en écoutant Charles-Édouard, j'ai envie de dire à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, mais qu'est-ce que vous faites pour votre territoire ? Vous êtes un entrepreneur à succès, vous avez réussi. Donner. Il faut donner, il faut aider les autres à grandir, à prospérer, à prendre le relais et à donner à leur tour. C'est ça un entrepreneuriat vertueux qui véhicule des valeurs. Et c'est ça dont on a besoin avec Réseau. Peut-être, si je peux bien sûr. Si je peux ajouter une petite anecdote qui nous est arrivée avec le Réseau Entreprendre, c'est donc en 2016, on se posait plein de questions, et le Réseau Entreprendre avait organisé un voyage à New York pour rencontrer des gens. Donc à ce moment-là, chambre à deux, pas beaucoup d'argent, chambre à deux, voilà. On économise comme on peut. On économise tout, le billet le moins cher, arrivé à pas d'heure, etc. Et pendant ce voyage, on a rencontré des entrepreneurs incroyables, le patron de Trello, pour les gens qui connaissent, qui est un logiciel qui est très utilisé. On avait plein de types d'entrepreneurs, et c'est pendant ce voyage où on s'est dit qu'on aurait notre prochaine ambition, notre prochain objectif, c'était sans doute de racheter notre concurrent américain. Et c'est vraiment on s'est dit en fait on n'est pas assez ambitieux, essayons de faire ça. Et c'était organisé, c'est grâce à ce travail qu'on avait fait qu'on s'est dit autorisons-nous à imaginer qu'on puisse aller là-bas. Donc vous nous dites que tout ça donne de l'énergie, ce réseau donne de l'énergie et donne la force d'entreprendre des choses qui, seuls, vous n'auriez peut-être pas faites. Exactement. Et c'est marrant, j'entendais ce matin quelqu'un qui parlait de San Francisco en disant c'est vrai que là vous avez les meilleurs. Pour moi, c'est recréer un petit peu cette atmosphère, de dire quand vous êtes avec des entrepreneurs qui réussissent, qui montent, vous allez avoir cette ambition, vous allez avoir ce besoin, vous dites moi je peux y arriver, et vous allez en partageant trouver les solutions. Le Palo Alto, la Silicon Valley d'Occitanie, des Hauts-de-France, de toutes les régions, parce que dans toutes nos régions françaises, Réseau Entreprendre est présent. Avec tous ce n'est pas réservé qu'aux entrepreneurs parisiens, il faut quand même le préciser. Bien entendu. C'est important. On est présent partout en France, on est présent
dans la plupart des départements. On est présent dans toutes les régions. Ceux qui sont intéressés peuvent aller voir sur notre site internet Réseau Entreprendre. Ils trouveront l'association qui est proche de chez eux. Effectivement, comme le disait Charles-Édouard, Réseau Entreprendre donne confiance. Et ça vous permet de déverrouiller des craintes, une anxiété que vous pouvez avoir, et ça vous permet de voir plus grand tout en gardant les pieds sur terre, parce que il faut faire du chiffre d'affaires, il faut avoir de la rentabilité, mais avec une ambition toujours renouvelée. Et ce que je trouve intéressant dans ce que vous nous dites, c'est qu'il y a plusieurs niveaux à la fusée. Il y a à la fois l'échange individuel avec son mentor, son accompagnateur, qui est très utile. Puis il y a aussi l'idée de casser un peu la solitude de l'entrepreneur, parce que c'est un sujet qu'on traite souvent sur ce plateau. On est seul quand on est entrepreneur, quand on prend ses décisions, et là on brise cette espèce de schéma de la solitude. Ça, c'est un élément aussi pilier de la structure. C'est l'élément clé. C'est-à-dire que vous êtes accompagné. Donc, en fait, on va vous mettre avec vous un entrepreneur qui a déjà réussi. Donc, il y a les recettes. Et donc, il va vous faire voir les choses trappes. Il va vous faire voir les difficultés. Il va vous challenger sur les sujets importants. Il va faire en sorte que vous n'oubliez rien. Et puis, donc, il va vous enlever de l'anxiété. Il va vous donner confiance. Il va vous permettre d'aller plus vite. C'est ça, ce rapport intime qui se crée au quotidien entre l'accompagnateur et l'entrepreneur. Et j'entends aussi que ça fait aussi grandir l'entrepreneur que vous êtes et qui a réussi autant que la jeune que vous accompagnez aujourd'hui dans son développement. Ça vous fait autant grandir. Ça ouvre les chakras. Exactement. J'ai accompagné une autre entreprise qui s'appelle HelloWatt avec Sylvain et Xavier. Et en fait, en les voyant, en voyant l'attitude qu'ils avaient par rapport à leur levée de fonds, en fait, vous grandissez aussi parce que vous vous dites, ah ben ouais, ça je l'aurais pas fait comme ça je l'aurais fait, ça c'est intéressant, ça c'est la façon dont ils organisaient leur service membre pour vous donner leur service client. Je me disais, ouais, c'est vrai que j'ai jamais pensé à faire ça, aller le faire ailleurs, plutôt dans une autre endroit. Oui, c'est un échange en fait. C'est un échange, c'est forcément un échange. C'est pas du descendant. Ouais. En fait, quel que soit l'endroit où vous en êtes dans votre entrepreneuriat, vous avez à apprendre, et le fait de partager avec d'autres vous fait apprendre. Parlons des talents d'avenir, parce que c'est la deuxième édition. Deuxième édition. Donc, Talents d'avenir 2024. Alors, c'est intéressant parce que dans le classement général, il y a des entreprises, là aussi, totalement incroyables, avec quand même des petites tendances qui ne sont pas des modes, autour du climat, autour de la transformation. Ça sort, c'est fort, ça, dans votre réseau, quand même. Oui, effectivement. Réseau Entreprendre, c'est en fait, on accompagne donc 5000 entrepreneurs. Donc, en fait, c'est une vitrine de toutes les tendances qui sont en train de se développer. Et ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on traverse une époque qui est incroyable, avec une transformation de l'économie qui est en train de se passer sous nos yeux. Et ces talents d'avenir qui regroupent une centaine des entrepreneurs les plus prometteurs parmi ceux que l'on accompagne, montrent que... ils veulent changer le monde, en fait. Ils veulent changer le monde. Je me projette sur des sujets environnementaux, je me lance dans le vrac, je veux faire moins de plastique, je veux économiser l'eau, je veux aider les personnes âgées, je veux aider les handicapés. Il y a des projets tous azimuts dans tous les secteurs qui sont vertueux et qui montrent combien les entrepreneurs d'aujourd'hui sont en train de modifier en prenant en compte ces enjeux environnementaux et sociétaux. Home Exchange, c'est aussi l'occasion qui vous est donnée. Vous avez grimpé l'escalier, vous êtes parti de Réseau Entreprendre avec des idées, vous avez réussi. C'est quoi la prochaine étape? Un nouveau voyage à New York, vous allez en Chine, et puis avec Réseau Entreprendre, vous dites, cette fois-ci, on conquiert la Chine. On double Airbnb, c'est quoi vos objectifs à 5 ans? Alors, doubler Airbnb, évidemment. Mais, évidemment, on est d'accord. Voilà. Non, mais voilà, nos prochaines étapes, bien sûr, c'est, vous avez parlé des marchés un peu, pour nous, qui sont innovants, parce qu'on est vraiment leader mondial, mais sur des marchés qui sont très occidentaux, donc États-Unis, Europe, etc., et en Amérique du Sud. Mais on connaît mal l'Asie. On a des échanges en Asie. On fait des échanges dans plus de 140 pays, donc on en a. Mais en Inde, par exemple, c'est un pays qui nous intéresse beaucoup pour plein de raisons, parce que c'est un pays qui est en croissance énorme, dans lequel il y a beaucoup de classes moyennes, aussi des gens qui ont envie de voyager, qui est en train de se créer. Ouais. Il y a un besoin de voyager. Dans l'échange de maisons, c'est bien d'avoir les deux, c'est-à-dire des gens qui voyagent et en local et qui ont la potentialité de pouvoir voyager à l'international. Et c'est un marché qui est en anglais, c'est un marché qui est avec des systèmes de paiement qui sont acceptables, parce que voilà, il y a d'autres marchés comme la Chine
c'est beaucoup plus compliqué d'y rentrer. Voilà. Mais une question un peu personnelle, vous auriez fait ce que vous êtes aujourd'hui si vous n'étiez pas passé par Réseau Entreprendre? La question est complexe, mais si vous n'étiez pas passé entre les mains de cette structure, est-ce que ça aurait ressemblé à ça, Home Exchange? Je pense pas, en toute transparence, parce que, deuxième exemple, en fait, donc j'ai mon associé, quelqu'un de formidable qui s'appelle Emmanuel. En fait, plein de fois, c'est une des facteurs clés de succès des entrepreneurs, c'est l'association. Oui. Et il nous a aidés pendant plein de moments difficiles à nous aider à nous parler, à partager. Et je pense qu'on n'aurait pas du tout réussi comme ça s'il n'avait pas été là pour jouer ce conciliateur à l'intérieur du réseau. Donc en fait, c'est un ménage à trois. Exactement. Réseau Entreprendre prend aussi position et vient faire de la médiation, en fait. Là, il se trouve, on se souvient très bien d'une fois où on s'était vraiment un peu disputé avec mon associé. Très rarement, mais là, c'était le cas. Pour États-Unis, il était parti aux États-Unis, moi j'étais en France, on se voyait moins souvent, donc moins de partage. Et il a fallu que quelqu'un de l'extérieur nous aide pour. Et c'est Benoît qui nous a fait reprendre le contact. Et aujourd'hui, on est encore. C'est génial. Voilà. Ça va jusqu'à ce niveau de finesse. C'est de la psychologie, là. C'est-à-dire qu'il faut réussir à faire recoller les liens, retisser la relation pour que l'entreprise reparte encore plus fort. C'est génial. On a cette expérience de l'accompagnement, de l'entrepreneuriat, de développer une entreprise. On a beaucoup d'entrepreneurs qui s'engagent en association à 2 ou à 3. Et donc, on sait là où ça peut déraper, là où ça peut bloquer. Et donc, on a cette expérience pour les aider à travailler aussi ensemble. Juste un petit message, parce que là, vous avez l'une de vos pépites qui a réussi, on en a cité quelques autres. Il y a plein de belles entreprises qui sont passées par Réseau Entreprendre. De quoi vous avez besoin? Parce que j'ai l'impression que vous vivez un peu en autonomie. Comment ça se passe? C'est grâce à l'adhésion des membres que la structure fonctionne? C'est grâce à l'adhésion des membres, des entrepreneurs, absolument. Donc on a besoin de tous les entrepreneurs qui ont envie de s'investir sur leur territoire. Et nous, on crée les conditions pour les aider à s'investir pour leur territoire en tendant la main à de nouveaux entrepreneurs pour qu'à nouveau, ils développent l'emploi sur leur territoire. Donc, je dis aux entrepreneurs, rejoignez-nous, vous allez rejoindre une communauté d'entrepreneurs engagés qui échangent, qui se stimulent, à l'image de Charles-Édouard, avec beaucoup d'entrepreneurs inspirants. Génial. Prochain Talent d'Avenir 2025, est-ce que les candidatures sont ouvertes? Comme ça, ceux qui nous regardent peuvent envoyer le dossier. Les candidatures sont ouvertes. Ah oui, nos associations sont dans les starting blocks pour promouvoir les plus belles pépites du réseau. Eh bien, on suivra évidemment vos Talents d'Avenir 2025 parce que Bismart, c'est la chaîne des audacieux. À l'occasion de vos Talents d'Avenir, on observera ces jeunes pépites qui deviendront peut-être de très belles entreprises comme Home Exchange. Et vous l'avez entendu sur ce plateau, dans 10 ans, vous êtes devant Airbnb, on est bien d'accord. Non, mais vous l'avez dit. Oui, je l'ai dit, je me suis engagé. Vous êtes engagé, Charles-Édouard Girard, merci, cofondateur de Home Exchange, 160 collaborateurs et peut-être encore plus dans les années à venir. Merci d'avoir fait un détour par le plateau de Smart Job et merci à vous, Olivier Lamarque, directeur général du réseau Entreprendre partout en France. Il y a un site internet dans toutes vos régions, quelle que soit la région où vous êtes, il y a un réseau. Et dans 10 pays. Et dans 10 pays, on ne l'a pas précisé. Merci à vous, messieurs. On tourne une page, on s'intéresse aux managers. Tiens, ça va intéresser peut-être Charles-Édouard. Des managers qui, parfois, ont un peu de mal à accepter des postes pour gérer des grandes équipes. Ils aiment bien les petites équipes. On en parle tout de suite, c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi pour parler des managers. On en parle beaucoup des managers et on en parle avec Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directeur des relations entreprises chez EDC Business School. Tout à fait. Et puis c'est aujourd'hui l'anniversaire de Julien qui est un habitué de notre émission, donc joyeux anniversaire. Merci Arnaud. Cher Julien, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. La tendance qui se dessine, c'est que les cadres, alors c'est un peu le paradoxe d'ailleurs, ne sont pas forcément tous des managers. Et tous n'ont pas forcément envie de le devenir, par ailleurs. Tout à fait. C'est vrai que le sujet des cadres est un vaste sujet, parce qu'il y a déjà l'appellation cadre, on l'a vu pas mal de fois dans cette émission, qui peut poser question. Et puis après, il y a le rôle du manager. On voit qu'on a de moins en moins de managers, ou en tout cas que les cadres sont de plus en plus vers une tendance à l'expertise, puisque finalement, il n'y a que 41% des cadres qui sont des managers. Et j'aime bien toujours repréciser que même lorsqu'ils managent, c'est souvent du management de proximité, puisqu'il y en a quand même 37% d'entre eux qui sont des managers sur des équipes de moins de 5 personnes. Toutes petites équipes. Donc de toutes petites équipes. Alors oui, sur les cadres, on voit que c'est potentiellement des profils qui se féminisent. Ça, c'est un peu une information aussi qui est importante. Et par ailleurs, sur l'âge, quand on fait une segmentation, on s'aperçoit que
ce sont quand même majoritairement des gens qui sont expérimentés, puisque 51%, alors une courte majorité, ont plus de 45 ans. Je rappelle que 45 ans, c'est souvent l'âge qu'on définit comme âge senior dans une entreprise. Donc ça pose quand même quelques questions. Je ne vais pas demander votre âge, vous avez vu. Je ne le dirai pas. Un rôle d'ailleurs de manager qui n'attire pas forcément les cadres. Non, tout à fait. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que on a des chiffres relativement faibles sur des sur des cadres non managers qui souhaiteraient le devenir. Finalement, on n'a que 39% des cadres non managers qui souhaiteraient devenir managers. Et dans le même temps, ceux qui le sont déjà sont relativement hésitants. 28% d'entre eux nous disent déjà qu'ils n'ont plus envie de piloter des équipes, et 40% nous disent moi, je veux bien, à salaire équivalent, ne plus manager. Donc, on voit bien qu'on a à deux niveaux, le fait de le devenir ou le fait de l'être, qui pose quand même quelques questions. Et puis, on a un sujet quand même qui interroge, c'est toute cette nouvelle génération qu'on appelle la Gen Z, alors qu'ils ne sont pas forcément que des cadres, là, pour le coup. Non. Mais enfin, eux disent, pas question d'être manager. 52% nous disent, je n'ai pas envie de devenir manager. Et là, on peut toujours se poser la question, pour ceux qui le sont autres, est-ce qu'ils ont une perception du fait que le jeu n'en vaut pas la chandelle? Ça peut être une question qu'on peut s'interroger. Vous nous dites que l'on soit un senior expérimenté ou que l'on soit un jeune de la Gen Z, globalement, ils nous disent, et je le dis abruptement, on n'a pas envie de s'embêter la vie à gérer de l'humain. Alors, c'est terrible, quand même. Je pense que sur la jeune génération, il y a vraiment le fait de se dire que je donnais cette expression, le jeu en vaut-il la chandelle? On voit que derrière les motifs qui expliquent un moindre intérêt sur le fait de devenir manager, ou en tout cas ce que nous disent les managers à date, c'est j'ai une charge de travail importante, ou en tout cas occasionnellement assez forte, je suis soumis au stress et j'ai parfois un petit peu de difficulté, notamment à être libre le week-end, en tout cas mentalement. Ouais. Et dans le même temps, il y a des décisions qui sont parfois complexes, parce qu'ils nous le disent bien, 26% semblent subir le fait d'être, j'allais dire, entre le marteau et l'enclume, pour reprendre une deuxième expression, entre les prérogatives de la direction et les attentes finalement des collaborateurs qui ne sont pas exactement les mêmes. Il y a quand même un chiffre que vous soulevez dans votre étude, enfin qui est une étude de compilation de chiffres, il faut le préciser, c'est toujours votre méthodologie. Il y a quand même un manque de reconnaissance des managers. C'est-à-dire que quand on est manager, ils vous disent je manque de reconnaissance en fait. Exactement. Je suis dans la salle des machines et c'est dur quoi. Tout à fait. Le chiffre est très fort parce que si on part du haut vers le bas, en fait la plupart des managers nous disent, même lorsqu'ils ont été nommés managers, je n'ai pas eu la reconnaissance que ce passage au management, normalement, nécessitait. 55% nous le disent. D'un point de vue plus positif, quand même, ils sont relativement appréciés des personnes qui sont managées. 83% des managers disent qu'ils sont plutôt satisfaits de leur manager. Après, il y a un petit bémol quand même, c'est qu'entre un cadre sur 4 et un cadre sur 3, nous disent être mécontents sur quelques piliers. Alors, il y en a 4 sur les piliers de la relation manager-manager, notamment sur l'ambiance de travail, la gestion, effectivement, non pas du stress, mais de l'ensemble des tâches. Et on en revient à la reconnaissance. Et l'autonomie, et on en revient à la reconnaissance. Et aussi, les salariés ont le sentiment que leur manager ne reconnaît pas leurs efforts. Donc, il y a une chaîne, effectivement, qui part de la direction jusqu'aux collaborateurs, qui exprime le fait qu'il n'y a pas suffisamment de reconnaissance dans les actions menées par l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise. Alors, il y a un vrai sujet sur les managers dans leur positionnement dans l'entreprise. Il y a les top managers, puis ensuite il y a les middle managers. Là, c'est une étude de Robert Walter que vous sortez, où on voit quand même, là je parle du regard de l'employeur sur ses managers, parce que la tentation c'est de se dire, je suis dirigeant, pas besoin d'autant de managers, travaillons en direct. C'est pas tout à fait vrai là. Alors là, l'étude est très intéressante, parce qu'effectivement, 89% je crois nous disent qu'effectivement, ils ont besoin d'un middle management. Je crois qu'il y a un peu deux écoles. Il y a des entreprises qui ont fait le choix, pour ne pas les citer à quelques moments, de faire partir toute une vague de middle management pour avoir des organisations plus horizontales. Oui. Mais on sait aussi que le middle management, c'est celui qui met de l'huile dans les rouages et qui permet effectivement, c'est le cas de le dire, de faire du management de proximité et de faire d'être le plus efficace possible dans l'ensemble des chaînes de décision. Merci. Donc, Julien. Ce chiffre est fort. Merci pour cette analyse compilée avec des références, on les a citées, Robert Walters, mais aussi de l'APEC sur lequel vous êtes appuyé. Tout à fait. Faut rendre hommage aux sources et notamment les études de l'APEC qui sont souvent très riches. Merci de nous avoir rendu visite, cher Julien, directeur relations entreprises chez EDC Business School. C'est un vrai plaisir. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci pour vos messages, merci pour votre attractivité sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe, merci à Xavier à la réalisation, merci à Saïd au son et merci évidemment à l'incontournable Nicolas Juchat, accompagné de Juliette. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.